Monsieur le ministre, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir ici lors de cette première édition de la Global Growth Conference. Alors, les gens peuvent légitimement se poser la question, pourquoi une discussion sur le Mali alors que c'est une conférence purement à vocation économique? Pour les habitués de l'Institut Amadeus, vous savez que, notamment à travers le forum MEDES, nous organisons chaque année une table ronde sur le Sahel et sur le Mali depuis maintenant 2009. Parler du Mali aujourd'hui en 2013 est quelque chose de totalement naturel pour nous, d'autant plus que j'étais personnellement au Mali, à Bamako, il y a un mois, où j'ai d'ailleurs eu le plaisir de rencontrer Monsieur le ministre. Je crois qu'il est important de pouvoir profiter de ce momentum pour faire un point de la situation actuelle au Mali. C'est une situation qui nous intéresse tous déjà en tant que Marocains, parce que le Mali n'est qu'à 400 km de la frontière sud du Maroc. Les gens ont tendance à l'oublier, mais il faut le rappeler. Mais également aussi parce qu'aujourd'hui, le Mali et la bande sahélo-saharienne est un réel enjeu, notamment pour nous Maghrébins. Et je crois qu'il sera profitable pour tout le monde de pouvoir partager avec Monsieur le ministre la situation actuelle du Mali. Pour mettre tout le monde à l'aise, Monsieur le ministre, j'aimerais commencer par vous poser une question personnelle. Vous étiez jusqu'en décembre 2009 à l'ambassade du Mali à Paris, donc loin du conflit, lorsque le Premier ministre vous appelle et vous demande de rejoindre son gouvernement. Alors pourquoi avez-vous accepté? Merci beaucoup. Je crois que la situation que traverse le Mali, mon pays, où qu'on se trouve lorsqu'on est patriote, quand on est appelé à venir jouer un quelconque rôle, on ne peut que sauter sur l'occasion, et d'ailleurs c'est un devoir pour moi. Malgré le confort parisien. Tout à fait, ça ne saurait être un confort lorsque mon pays va mal. Absolument. Voilà pourquoi je n'hésiterai pas à venir. Et je dis mourir pour son pays, s'il le faut. Il n'y a pas plus belle mort. Absolument. Voilà. En tout cas, je vous félicite pour ce choix, effectivement certes courageux, mais qui est empreint de patriotisme. Alors, Monsieur le ministre, je vais rappeler les derniers faits depuis le vote de la résolution 2085, le 20 décembre 2012, qui a mis en place la MISMA sous présidence marocaine. Il y a eu l'intervention française le 11 janvier à l'appel des autorités maliennes de votre gouvernement. Certains l'ont comparé à un SOS. Cette intervention a été légitimée par 3 points. Était nécessaire parce qu'il fallait justement, premièrement, sécuriser la ville de Bamako. Deuxièmement, repousser au maximum les forces des djihadistes vers le nord et pourquoi pas essayer de leur porter un coup d'arrêt. Et troisièmement, pour pouvoir protéger et assurer l'intégrité territoriale de votre pays. Alors, Monsieur le ministre, près de 2 mois après l'intervention française et l'opération Serval, quel est le premier bilan que vous en faites? Et deuxième question, où en serait le Mali si la France n'était pas intervenue dans votre pays? Merci pour cette question. Je dois vous dire que la transition malienne est une transition particulière. Il ne s'agit pas simplement d'un changement de régime, mais un changement sur fond de guerre. Absolument. Alors, je dois vous rappeler que la transition malienne s'est rapidement dotée d'un tableau de bord que nous appelons feuille de route. Je vous poserai d'ailleurs des questions là-dessus. Voilà, qui nous a assigné 2 missions essentielles, notamment la reconquête du territoire. J'aimerais revenir déjà sur le bilan. Permettez, Monsieur le ministre, le bilan des 2 premiers mois de l'intervention française. Au jour d'aujourd'hui, nous disons que le bilan il est satisfaisant parce que nous avons récupéré les régions de Tombouctou, de Gao. Absolument. La force Serval et les forces africaines sont présentement à Kidal, même si les opérations dites de ratissage se poursuivent dans ces capitales régionales encore, même si des groupes armés existent encore à Kidal. C'est pour vous dire que globalement, le bilan il est satisfaisant. Mais l'opération est loin d'être terminée.
Oui, je sais, justement. Donc cette opération a vocation effectivement à être temporaire, et vous dites qu'il y a effectivement, à juste titre, des opérations qui se maintiennent, qui sont toujours en cours au nord et dans la région de Kidal. Alors comment voyez-vous, à moyen terme, l'implication de la France au Mali? La France qui, au dire du gouvernement français, n'a pas vocation à rester au Mali. La France n'a pas vocation à rester au Mali, mais la France l'a clairement dit, elle restera au Mali quand il le faut. C'est-à-dire, définissez ce quand il le faut. Quand il le faut, jusqu'à ce que les opérations d'envergure, la menace terroriste soient définitivement évacuées. C'est vrai qu'il n'y a pas... Mais excusez-moi, monsieur le ministre, cette menace existe déjà depuis quelques années, donc il est prêt. On peut parier malheureusement aisément que cette menace va perdurer. C'est vrai, la sécurité, elle est difficile à être absolue, mais nous faisions face à une menace terroriste de grande envergure. Absolument. Et lorsque cette menace de grande envergure sera terminée, c'est sûr que la France est à même d'apprécier sa présence au Mali. Absolument. Alors, aujourd'hui, il y a un cadre institutionnel, si vous voulez, international, qui est la MISMA, qui n'est pas une force de maintien de la paix. Les Nations Unies se sont engagées à mettre en place, à transformer, si vous me permettez l'expression, la MISMA en force de maintien de la paix d'ici le mois de juillet. Vous pensez que ce calendrier sera tenu? La transformation de la force en mission de paix, nous la considérons comme un moyen de prise en charge ou de gestion de cette force. Ça ne sous-entend pas, à notre avis, un changement de mandat. Oui, oui, effectivement. Mais donc vous pensez que le calendrier sera tenu? Le calendrier, il dépend de l'ONU. Oui. Nous nous sommes fixés un cap pour les élections, c'est le mois de juillet. Oui, très bien. Je sais justement, je reviens à cette question de la feuille de route. Le Parlement malien a voté le 29 janvier, je crois, dernier, à l'unanimité la feuille de route. Alors, pouvez-vous expliquer qu'est-ce qu'est la feuille de route pour nos amis qui participent à cette session? Cette feuille de route nous donne deux missions essentielles, la reconquête des territoires occupés et l'organisation des élections. À ce jour, vous savez bien que cette reconquête est en cours, même si elle est loin d'être achevée. Nous avons à faire face aux groupes terroristes infiltrés encore, parce qu'il y a des éléments terroristes qui sont infiltrés dans la population. Nous avons à faire face à des groupes armés, encore à Kidal. C'est après cette opération de ratissage, cette opération de sécurisation, que nous allons faire face au processus électoral. Je rappelle que votre gouvernement s'est engagé pour tenir des élections également au mois de juillet. Au mois de juillet, c'est le cap que nous nous sommes fixés. Il faut bien se fixer un cap. Absolument, mais il y a 3 mois, vous pensez que c'est jouable? Jusqu'à preuve du contraire, nous tenons à organiser ces élections au mois de juillet parce que nous n'avons pas le droit de traîner. Vous avez raison. Sans précipitation également, parce que nous pensons que la transition, pour qu'elle soit belle, doit être courte. Mais certains observateurs disent, peut-être à tort, et j'espère à tort d'ailleurs, que la seule motivation du gouvernement malien de tenir ces élections, c'est l'aide proposée par l'Union européenne, qui effectivement conditionne cette aide à la tenue des élections. Mais il faut éviter la précipitation, et je crois que les élections, notamment en Tunisie, ont montré qu'il vaut mieux prendre son temps, stabiliser le pays avant d'arriver à un processus électoral sain. Oui, nous ne serons pas dans la précipitation du tout. Mais l'appui dont nous bénéficions aujourd'hui, il faut s'en féliciter. L'appui dont nous bénéficions aujourd'hui est un appui qui nous encourage, qui nous invite à aller le plus vite possible aux élections dès que les conditions seront réunies. Sinon, nous n'aurons pas d'explication, nous n'aurons pas d'excuses à ne pas tenir les élections aussitôt que les opérations de sécurisation soient achevées. Alors, excusez-moi, quand vous dites élections, vous parlez des présidentielles ou des législatives? Présidentielles et législatives. Combinées? Combinées. Très bien. Alors, votre gouvernement, le gouvernement de transition et les acteurs de la transition se sont engagés à ne pas participer à ce processus électoral? Nous sommes tenus, on ne peut pas être jugé parti. Oui. Nous sommes tenus. Tout à fait noble de votre part. Nous sommes tenus à organiser des élections et à ne pas être acteurs. Donc si je comprends bien, le président Diakounda ne se présentera pas? Il ne sera pas candidat aux élections.
Et personne d'autre de la transition. Et le capitaine Sanogo? Non, le capitaine Sanogo est militaire. La question reste ouverte. Il est militaire, il n'est pas candidat, il ne sera pas candidat. C'est bon, ça va, et vous-même? Pas du tout, pas question. Vous reviendrez à Paris? Je ne serai pas candidat à une élection. Très bien. Ben, en tout cas, c'est noté. Je vais permettre une certaine attractivité, enfin, c'est une session qui a comme objectif d'être interactive. Puis je profite du fait qu'on soit pour le moment assez peu nombreux. Je ne sais pas si dans la salle vous avez des questions pour nous permettre, effectivement, on est entre nous, Monsieur le Ministre, pour nous permettre des échanges fructueux et constructifs. Donc si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Je ne sais pas si... Apparemment, vous leur faites... Ah si, Monsieur le Ministre. Allez-y. Je vous prie de vous introduire et d'être bref dans votre question. Merci. Et c'est Ould Abdelkader de Mauritanie. Je suis absolument sensible, autant que vous, c'est facile, sur l'importance de la sécurité du Mali et du recouvrement par le Mali de sa propre souveraineté. Je me réjouis d'autant plus que le Maroc, semble-t-il, est en train aujourd'hui de rapprocher les protagonistes intérieurs au niveau du Mali. C'est une excellente chose. Le Maroc étant par ailleurs dépositaire dans certains devoirs historiques de modération. Je voudrais poser à M. le ministre deux questions. La première, c'est qu'il semble évident que le statut territorial de l'Azawad soit aujourd'hui une pomme de discorde. Et il nous semble tous que l'étendue du territoire malien, tout comme l'étendue du territoire d'autres pays, et le caractère drastique des ressources ne permettent pas de gérer les territoires comme avant. Cela dit, il y a deux impératifs aujourd'hui. Il y a celui de conserver au Mali sa souveraineté sur tout le Mali et son unité. Mais il y a un autre impératif qui est celui d'offrir aux populations du nord du Mali, je le dis sans arrière-pensée, parce qu'il ne faut pas offrir, il n'est pas nécessaire de penser dès maintenant à trouver un statut territorial au nord de l'Azawad. Alors votre question, comme pouvoir... Est-ce que nos amis, nos frères maliens sont conscients de ce double impératif? Est-ce qu'ils sont en train de lui chercher une solution? Deuxième question. Deuxième question. Il est évident que la guerre au nord du Mali, même si elle a des dessous d'islamisme, de terrorisme, qu'elle recouvre au fait une concurrence entre des géants pétroliers, entre deux pays, sur l'exploitation des ressources du nord du Mali, voire du nord de la Mauritanie également. Est-ce qu'il y a une possibilité, est-ce que le Mali pense trouver une solution pour l'exploitation des ressources avec d'autres pays? J'ai posé hier la question de savoir si il ne faut pas une conférence internationale sur la paix au Sahel. Est-ce qu'il n'y a pas un besoin aujourd'hui d'une conférence internationale pour l'exploitation, un code international pour l'exploitation des ressources du nord du Mali, de la Mauritanie, de toutes ces régions-là, parce qu'il y a des ressources stratégiques et c'est l'enjeu principal de cette affaire-là. Tant que ce n'est pas résolu, on fera la guerre par interposition, par faisant intervenir les islamistes. Les islamistes ne sont qu'un épiphénomène. Absolument, je vous remercie. Monsieur le ministre, si vous pouvez réagir. Oui, je vous remercie. Je commence par la deuxième question. D'ailleurs, quelles que soient les visées stratégiques dans cette région, je crois que l'objectif passe par la sécurisation. On ne saurait exploiter de quelque manière que ce soit ces ressources lorsqu'on ne réunit pas les conditions sécuritaires dans cette région. Du coup, je vous rejoins quant à l'organisation d'une conférence internationale sur le Sahel. C'est tout à fait nécessaire. Maintenant, parlant de statut,
statut pour une Excusez-moi, quelconque quel type communauté. de conférence? Parce qu'il peut y avoir Une la conférence conférence des donateurs, il peut y avoir une conférence Pas qui seulement puisse se des concentrer donateurs, sur des une thématiques conférence précises. sur la sécurité dans Très la bien. bande sahélo-saharienne. Avec la participation de quel pays? Parce que je rappelle pour nos amis qui sont présents Non. ici dans la salle, Tous si vous me les permettez, pays. Monsieur le Ministre, avant l'opération Serval, l'Algérie, qui est quelque part l'acteur régional majeur dans la bande sahélo-saharienne, réunissait ce qu'on appelait les pays de la CEMOC, les pays du champ, évitant effectivement de réunir l'ensemble des pays du Maghreb autour de ces questions. Et les pays du Maghreb sont tous liés par ces inquiétudes de plus en plus nombreuses, par les différents trafics dans la région et effectivement aussi par la menace terroriste. Donc vous lui dites que si effectivement il y a une conférence régionale, elle va intégrer l'ensemble des acteurs régionaux? L'ensemble des acteurs régionaux et même au-delà. D'accord. Parce que les intérêts de la zone, les intérêts dans la zone concernent tous les pays. Oui. OK? Alors, parlant du statut qu'il faudrait accorder à une quelconque région, je vous dis que le Mali est l'un des pays les plus décentralisés de la sous-région. Nous avons 703 communes. 6 statuts nous devons accorder à une quelconque communauté, mais également pour remettre le tissu économique en marche. D'ailleurs, je rappelle que le Maroc a été le premier pays à pouvoir offrir une aide humanitaire au Mali bien avant l'intervention Serval. D'ailleurs, le Maroc a des liens économiques très forts avec votre pays, avec notamment la présence de la banque Tijari Wafa. Le Maroc est un Télécom, partenaire privilégié pour le Mali. C'est un modèle de coopération sud-sud, je le disais hier, qui peut servir de modèle. Cette coopération, nous devons la capitaliser. Le Maroc est présent dans le système bancaire, vous l'avez dit, et surtout si dans vous me le système des permettez télécoms. une anecdote, lors du discours du président Hollande à Tombouctou, on voyait en arrière-plan le logo de la banque Tijari Wafa Bank. Donc Tijari est présente à Tombouctou et c'est effectivement la meilleure image qui confirme cette coopération. Mais tout à fait, parce que le secteur bancaire dans ces régions était déjà en lambeaux. Les télécoms également, le Maroc est bien présent chez nous. Et il faudrait quand même que nous arrivions le plus vite possible à remettre cette coopération au top, afin que le secteur, le socle économique puisse se mettre en place et se développer. Je vais redonner la parole à nos amis opérateurs, peut-être qu'ils ont des questions plus Mais précises tout à fait. là-dessus. Des questions? Non, bon, donc on enchaîne. Alors, passez-leur les messages, essayez de pouvoir, en fait, vous comprenez leur mais leur là, inquiétude. c'est On n'investit pas dans un pays qui n'est pas là, encore c'est une stabilisé. invitation. C'est vrai qu'ils ne sont pas tous comme M. Mossadegh Bali Oui. qui est là, Absolument. qui ose investir là même où certains investisseurs sont réticents. Absolument. Mais nous avons besoin aujourd'hui de dire que le Mali regorge suffisamment de potentiel et qu'il est temps que nous revenions investir au Mali, que nous revenions remettre le tissu économique malien en place. Sinon, toutes les autres initiatives que nous avons, toutes les autres missions que nous avons, remettre l'administration en place, remettre les populations déplacées dans leurs localités respectives, préparer et organiser des élections, ces missions-là seront assez difficiles lorsque le tissu économique ne répondra pas. Donc c'est une mission pour le prochain gouvernement élu qui sera issu des urnes en juillet prochain. Avant même que ce gouvernement soit élu, organiser des élections dans un contexte de dénuement total n'est pas chose aisée. Vous conviendrez avec moi qu'en temps normal, il est déjà difficile d'organiser des élections, Oui. encore moins en temps de crise. Mais il y a quelques minutes, vous disiez que le calendrier allait être tenu. Le calendrier, nous tenons au calendrier jusqu'à preuve du contraire. Très bien. Voilà. Et quand est-ce qu'on saura si la preuve du contraire a été effectivement Nous allons démontrée? apprécier ensemble, parce que la situation elle est concrète, c'est une situation visible. Absolument. Nous allons apprécier en même temps que l'ensemble des partenaires, des acteurs, des observateurs qui sont avec nous. Nous verrons bien à un moment Mais donné. vous conviendrez qu'il vaut mieux prendre son temps. Mais naturellement, il vaut mieux prendre son temps, mais il ne faut pas traîner non plus. Nous n'avons pas le droit de traîner. Absolument. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle vous avez aussi accepté de venir renforcer ce gouvernement. Mais tout à depuis- fait. Nous ferons tout pour que depuis cela décembre. soit possible. Nous ferons tout, nous mettrons tout en œuvre pour que cela soit possible.
Alors, merci, Monsieur le Ministre. Je ne sais pas si vous avez Mossadegh Bali. Merci, Monsieur Fassi. Avec la permission du ministre, je voudrais juste le compléter sur le plan économique. Ben oui, vous êtes là pour ça. Voilà, en tant qu'entrepreneur malien ouest-africain, j'aimerais dire qu'effectivement, l'économie malienne a beaucoup souffert en 2012 de cette crise, mais je dirais que c'est une question de communication et d'image. Quand on demande si ça va au Mali, sur le plan sécuritaire, ça a toujours bien marché sur la quasi-totalité du territoire, sauf le nord du Mali. J'aimerais que les entrepreneurs, qu'ils soient marocains ou qu'ils soient d'autres pays, ne regardent pas le Mali avec, je dirais, des œillères, notamment des œillères de France 24 ou CNN ou d'autres chaînes. Oui. Il y a la sécurité au Mali. Ça tombe bien, vous avez un journaliste de France 24. Oui, je sais, c'est pour ça que je dis France 24. Je vois tous les jours M. Attal. Alors, il y a la sécurité au Mali. Il y a la sécurité à Bamako. Nous sommes en train de terminer un hôtel d'application à Bamako où on construit 35 chambres avec notre centre de formation. Et nous avons commandé du matériel avec une entreprise marocaine, notamment de l'agencement. Et quand ils ont fini, ils ont expédié cet agencement et ils devaient envoyer une équipe pour faire le montage. Ils nous ont dit on ne peut pas venir à Bamako parce qu'il y a l'insécurité. J'avoue que j'étais choqué. J'ai dit, messieurs, appelez votre ambassadeur et vous allez demander s'il vous autorise à venir à Bamako. Il n'y a pas de problème de sécurité à Bamako. J'y étais il y a un mois, je peux en témoigner. Voilà, vous avez résidé à l'hôtel Salah. Il n'y a pas de problème de sécurité à Bamako. On peut venir à Bamako. On a toujours vécu en totale sécurité à Bamako. Malheureusement, les médias, quand ils parlent du Mali, on dit la guerre au Mali comme s'il y avait la guerre à Bamako. Il n'y a jamais eu de guerre à Bamako. Il n'y a jamais eu de guerre à Mopti. Il n'y a jamais eu de guerre à Ségou. Il n'y a même jamais eu de guerre à Tombouctou-Gao jusqu'au 11 janvier quand les opérations militaires ont commencé. Absolument. Il y a quelques opérations de guérilla. Donc j'aimerais rétablir cette image-là. On peut venir au Mali, on peut venir à Bamako, on peut prospecter, on peut s'installer, on peut investir. Il n'y a pas de guerre au Mali. Et on peut venir à Bamako. Et j'espère que cette entreprise marocaine, dont je tairai le nom, va envoyer finalement ses techniciens pas son nom, pour faire le travail. À notre modeste niveau. Et je pense même que c'est le moment. Dans la salle faire du lobbying pour que je dirais pas. Non, je dirais pas. Société puisse je pense venir même au que c'est le moment de venir au Mali parce que c'est quand même un pays qui va être en refondation, aussi bien politiquement qu'économiquement. Il y a des opportunités. Toute l'aide internationale maintenant revient. Il y a des très grands programmes d'investissement. Je pense que c'est le moment de venir au Mali. Ne regardez pas les informations sur France 24. Ça ne donne pas la réalité économique et même politique du Mali. C'est les questions. C'est pour ça que j'ai posé des questions effectivement sur les Touaregs parce que on a peut-être un peu trop vu France 24. Sylvain ne m'en veut pas. Et pour terminer, nous on avait un programme d'investissement de 10 milliards au Mali, consistant à la construction d'un hôtel à Sélengué, à 140 km de Bamako, et la rénovation complète du Salam. Et ce programme d'investissement de 10 milliards de francs CFA, donc à peu près 15 millions d'euros, nous allons le mettre en œuvre en 2013. Très bien. En tout cas, M. Bali Mossadegh, je vous félicite pour le travail que vous effectuez. Vous êtes effectivement un exemple pour tous les entrepreneurs ouest-africains et bien au-delà. Monsieur le ministre, le mot de la fin? Non, le mot de la fin, c'est dire que nous avons espoir au Mali. Nous avons espoir que nous allons sortir de cette crise avec, bien entendu, l'appui dont nous avons bénéficié jusqu'ici. Dont celui du Royaume du Maroc. Pardon? Dont celui du Royaume du Maroc. Naturellement, ça c'est une vieille coopération. Absolument. Et qui est en cours, qui est appelée à être suffisamment capitalisée, développée. Nous allons ajouter d'autres éléments qui ne sont pas encore tout à fait développés, notamment sur le plan de la communication. Et nous en parlions tout à l'heure, hier d'ailleurs, avec mon homologue de la communication. Oui. Nous avons espoir que nous allons sortir de cette situation, que la situation au Mali est bien comprise, les enjeux sont bien compris et nous n'avons pas d'autre choix, nous, acteurs de la transition,
que d'aller vite, sans précipitation, je le précise, mais d'aller vite, organiser des élections pour trouver des autorités légitimes qui seront à même de conduire les destinées de ce pays. C'est notre vœu le plus cher. Permettez-moi, Monsieur le ministre, de vous réaffirmer toute mon admiration. Merci beaucoup. Pour le travail que vous effectuez, pour le travail qu'effectue votre gouvernement. Merci. Pour le peuple malien, Tout à fait. qui aujourd'hui souffre. Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'avoir assisté à cette discussion. J'espère que Monsieur le ministre a pu répondre à vos questions. Nous allons enchaîner immédiatement avec une session purement économique sur les gisements de croissance dans les marchés émergents. Donc je vous demande de rester dans la salle. Nous allons préparer la scène pour que la session puisse débuter dans l'immédiat. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Merci. Cher ami. Merci. Monsieur le ministre. Chers amis, notre programme reprend dans 2 minutes avec une session spéciale sur les marchés émergents, nouveaux moteurs de la croissance mondiale, avec Stéphane Wakstil du Financial Times.